Merci de nous témoigner votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire sur Canal 2 International. Vous êtes toujours un peu plus nombreux à nous témoigner votre fidélité tous les dimanches dès 9h sur nos antennes. Pendant 52 minutes, nous allons retourner sur les traces des 7204 réfugiés camerounais qui se sont rendus au Nigeria, fuyant l'escalade de violence dans la zone anglophone. Nous retournerons également, et entre autres, sur les pas de Patricia Scotland en séjour au Cameroun du 18 au 22 décembre. Bienvenue. Il est spécialiste en droit public. Dr Luison Essomba est notre invité. Dr Luison Essomba, bonjour. Bonjour. Joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à vous aussi et à toute votre famille. Et surtout, merci de nous avoir témoigné une fois de plus votre fidélité. Vous avez donné avis favorable à notre invitation. Comme toujours, chaque fois que vous me sollicitez, je n'hésite pas à venir éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs de Canal 2 International qui sont d'ailleurs très intéressés à cette émission. Merci beaucoup. Vous avez été carrément plébiscité par nos téléspectateurs et nous avons trouvé bon de vous réinviter sur notre plateau. Merci. Alors nous entrons dans le vif du sujet. 80 ans et utilisée comme ménagère dans une paroisse, une église UBC ici à Douala. Eh bien, c'est une paroissienne qui utilisait maman Élise Elon comme ménagère pendant près de 2 ans. Elle a été renvoyée en paroisse à cause de son état de santé qui s'effritait. Reportage avec le concours de notre caméraman Roméo Nanko. Déshydratée et affaiblie, c'est dans cet état que Élise Elon, âgée d'environ 80 ans, a rejoint APAC, ce centre spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées. S'exprimant uniquement en langue douala, elle dit avoir tout perdu et même ses repères. Je n'ai pas pu avoir d'enfant dans ma vie. J'ai perdu tout, mes frères et sœurs. Je suis seule au monde. Là où je vivais en location, il n'y a plus personne pour payer. Je suis désormais très malade. Selon la promotrice de ce centre pour personnes âgées, cette maman aurait été bien moins traitée dans une paroisse où elle a passé les 3 dernières années. Comment il peut garder une maman de cet âge-là pendant 3 ans sans jamais signaler nulle part? C'est là où il me fait comprendre que certains fidèles de l'église prenaient cette maman pour l'utiliser dans certains travaux à la maison, soit pour écailler le poisson, pour ceux qui braisent le poisson, soit pour garder les enfants ou pour nettoyer la maison. Maintenant qu'ils ont vu qu'elle n'a plus les forces et qu'elle commence déjà à développer certaines maladies, parce qu'elle a même déjà les problèmes d'incontinence, ils sont donc venus la remettre à l'église. Selon le pasteur, le recours au service social a bel et bien été effectué. Je m'étais personnellement rendu au niveau de la délégation provinciale et régionale, pourtant pour moi, régionale des affaires sociales, demander ce qu'il y avait lieu de faire dans un cas pareil. La réponse que la dame que j'ai rencontrée m'a donnée était de me rapprocher du chef de quartier et de commissariat de police compétent dans la zone et de signaler cela là-bas. Le pasteur Issombe Fossing soutient que Elon Élise a passé ces 2 dernières années chez une fidèle, nourrie aux frais de la paroisse. Elle y effectuait aussi des tâches ménagères. Et à cause de l'effritement de sa santé, elle est renvoyée à l'église par cette fidèle. Et c'est dans cette pièce de l'église UBC de Mbodintonnet qu'elle a été logée pendant 2 semaines. Maman Elon partait dormir à 21h. Je fermais la porte à clé. Le matin très tôt, je reviens ouvrir et aller lui laver.
Et son comportement, comment? C'est une maman très calme. Elle ne dérange pas. Tout ce que tu lui donnes, elle prend. Élise Elon a besoin des âmes de bonne volonté pour sa prise en charge. Un cas social, assurément. Ce sont des images émouvantes, vous ne pouvez pas vous imaginer. Voilà une maman du 3e âge qui est presque complètement exploitée. Parce que là, il s'agit d'une exploitation. Et quand on se rend compte véritablement qu'elle ne peut plus fournir des efforts pour apporter de son service et peut-être de son talent, parce que des mamans d'un tel âge méritent, comment dire, elles ont l'arc culinaire au bout des doigts. Ça fait de sorte que les gens les exploitent pour cela. Et c'est quand même regrettable qu'on aboutisse à un tel sort, à dire qu'aller remettre la dame au niveau de l'église. Moi je pense pour ma part que c'est aussi un échec du service public, ou du moins j'allais dire de la prise en charge des personnes âgées. Vous savez que dans certains pays développés, c'est des questions qui sont préoccupantes, c'est-à-dire qu'on sait qu'à partir d'un moment donné, de l'âge d'un individu, celui-ci mérite une prise en charge qui ne peut plus forcément être familiale, mais étatique. D'accord. Et dans le cas d'espèce, maman Élise Elon est coupée de tous ses repères. Elle dit être native de Ndjombe, a évolué à Ezeka, mais actuellement, elle a perdu tous les membres de sa famille. Et c'est l'occasion de dire à tous ceux qui regardent la télévision en ce moment, si vous la reconnaissez, c'est l'occasion de venir au centre Amour pour personnes âgées à Bouna Moussadi, justement récupérer cette dame pour la prise en charge parce qu'elle dit n'avoir plus membre de la famille. Cela étant dit, nous allons évoluer dans le versant politique de cette émission. Patricia Scotland au Cameroun entre le 18 et le 22 décembre dernier, et au deuxième jour de sa visite, elle a été reçue en audience par le président de la République, et parmi les invités du dîner, notre reporter Ghislain Pierre-Essonnon. À l'occasion de la 5e visite officielle d'un secrétaire général du Commonwealth au Cameroun, Patricia Scotland s'est entretenue ce mardi avec le chef de l'État camerounais. L'avocate britannique, qui était entrée en fonction en 2016, est venue à Yaoundé pour se faire une idée précise de la crise anglophone. Une crise qui a atteint la ligne rouge le 1er octobre dernier avec la montée en puissance des actes terroristes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour en savoir plus, il fallait commencer par le commencement. C'est aussi l'objet de ce toast à la présidence de la République. Le Cameroun est un membre très important et précieux de la famille du Commonwealth. Nous avons entretenu des relations chaleureuses depuis que le Cameroun a rejoint le Commonwealth en 1995. Le Cameroun n'a cessé de participer activement aux réunions du Commonwealth. Depuis son adhésion au club de gentlemen en 1995, le Cameroun a participé à tous les sommets. Mais il existe un lien historique qui court depuis 1961 entre le Cameroun et le Commonwealth, qui compte 53 États aujourd'hui, le Cameroun étant le 52e membre. On comprend son intérêt pour les questions de sécurité et de paix, avec lesquelles Paul Biya ne badine pas. Alors, les institutions, selon notre constitution, et en particulier de l'unité nationale, il est de mon devoir de rétablir l'ordre et de punir les coupables de ces assassins. En rappel, et sur ce sujet de la crise anglophone, il est prévu des rencontres avec la classe politique et la société civile. Toutes choses qui ne mettent pas à mal les questions de développement qui intéressent le club et le Cameroun. Sa feuille de route, le principal point, ou alors le plus important, c'est la crise anglophone qui ébranle le Cameroun depuis plus d'1 an. Elle a appelé au calme, appelé les Camerounais au dialogue. Pensez-vous qu'un appel émis par une anglo-saxon peut être facilement écouté par les sécessionnistes? Je dois pouvoir indiquer que sa voix est à la fois audible et crédible. Audible parce que c'est, je dois pouvoir l'indiquer, c'est la secrétaire générale du Commonwealth. On sait combien le Cameroun est, comment dire, activement
partie prenante de cette grande famille, de ce qu'on aurait appelé la famille dite anglophone. C'est-à-dire que là, en général, puisque le Commonwealth, c'est les pays qui, justement, s'expriment en anglais. Et le Cameroun, comme on l'a aussi bien indiqué, depuis le 16 octobre 1995, fait partie de cette grande famille du Commonwealth. Donc on peut pouvoir indiquer que sur la sortie de cette secrétaire générale, on est convaincu de ce que d'abord, le problème étant dit anglophone, et du fait de ce qu'elle se soit exprimée dans le sens de ce que qu'il y ait un retour à l'unité nationale, de ce qu'on encourage, qu'on puisse mettre en place les mécanismes de dialogue qui puissent dans une certaine mesure ramener la paix dans cette partie dite guerrillée du Cameroun aujourd'hui. D'accord. Et dans son programme, dans sa feuille de route, il est prévu des rencontres avec les acteurs de la société civile, les opérateurs économiques, les responsables des partis politiques. Que peut-on y lire derrière? Pensez-vous c'est une action opportune? C'est une action très opportune, Madame Naossi. Pouvez-vous imaginer, ça fait toujours très mal de savoir qu'un an plus tard, et quelques mois, que cette crise perdure, avec tout ce qu'elle engage comme échec, comme méfait, surtout comme conséquence. C'est-à-dire que sur le plan humain, sur le plan financier, vous vous rendez compte que c'est très dur. Donc, lorsque la dame parlait justement de l'unité de la nationale et surtout de l'appel au dialogue, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que nous appelons de tous nos voeux depuis le début de cette crise. C'est-à-dire que mettre en place une plateforme de négociation, une plateforme de dialogue. Vous savez, nous sommes dans ce qu'on appellerait la palabre africaine. Nous allons nous quereller, nous allons nous insulter, nous allons nous qu'on finisse par s'entendre. Mais il faudrait qu'au final, qu'on finisse par s'entendre et avoir des solutions idoines pour la paix. Elle s'est rendue à Buea vendredi matin. Justement, ça veut dire qu'elle doit jouer ce rôle-là parce qu'on en a besoin. Vous savez, à partir de cette mission, ce qui concourt en étroite collaboration avec la mise en place de cette commission du bilinguisme et du multiculturalisme. Donc vous voyez donc qu'il y a une dynamique de l'État pour rechercher aussi des solutions de paix. Donc la dame, la secrétaire générale, je crois qu'elle a une sortie opportune. Si, comme je l'ai indiqué tout à l'heure dans mon propos préliminaire, si sa voix peut être autant crédible et audible, je pense que la paix pourra par tous les moyens revenir dans ces autres. Du haut de son statut de secrétaire général du Commonwealth et la rang de chef d'État au regard des accords internationaux, son déploiement dans la zone anglophone donnerait-il raison à ceux qui pensent que le président Paul Biya peut en faire autant, se déployer, si forme de peut se rendre dans la zone anglophone? Ce ne serait pas exagéré d'espérer que le président Paul Biya s'y rende également? Je pense pour ma part que Patricia Scotland est en train là de déblayer le terrain, c'est-à-dire pour démontrer clairement aux Camerounais et surtout à notre chef d'État que c'est vrai, lorsqu'il faut combattre des gens qui ont des élans sécessionnistes, il faut utiliser tous les moyens. Mais le président de la République étant, comme on l'a toujours dit, le père de la nation, le représentant du peuple devant la permanence de l'histoire, a donc cette obligation, c'est-à-dire lorsque vous avez des enfants qui crient dans les chambres, n'envoyez pas les sœurs. Que Dieu lui-même se déplace. Donc le président de la République, le père de la nation, je crois que Patricia Scotland est en train là, de démontrer justement une voie de résolution. Et je l'ai invoqué dans une des émissions pour indiquer que si le président ne peut pas se rendre aux zones querellées, au moins une communication institutionnelle spécialement sur cette affaire pourrait davantage apaiser les cœurs. Or, le fait qu'il ne le fasse pas, et qu'on a vu l'autre jour quand il revenait d'Abidjan, il a, au regard des décès des militaires et autres qui sont chargés d'assurer notre sécurité, c'était évident, le président ne pouvait faire qu'une sortie forte. Tout à fait. Mais on doit pouvoir relever que aujourd'hui, avec les mécanismes qui ont été mis en place, les commissions qui ont été mises en place pour aller régler la question sur place, n'ont pas produit les effets escomptés. Je pense pour ma part que humblement, le président de la République doit descendre dans les zones dites anglophones.
Ok. Alors, ça fait 52, bon, ça fait 22 ans, parce que c'est depuis le 16 octobre 1995 que le Cameroun fait partie des États, fait partie de cette organisation des gentlemen. 22 ans après, quelles peuvent être les retombées de ce partenariat pour le Cameroun? Ce sont les grandes retombées. Vous avez vu, la secrétaire elle-même l'a indiqué de la plus belle des manières, en faisant souligner que le Cameroun participe de manière active aux réunions du Commonwealth. Cette participation n'est pas que physique ou institutionnelle, elle est aussi financière, parce que tous les pays membres qui font partie de cette organisation-là participent de manière financière aussi, et le Cameroun est un très bon acteur. Je crois que Justin Pierre-Rossolo l'a indiqué dans son commentaire tout à l'heure, en faisant savoir que sur les 53 États qui font partie de cette structure, le Cameroun se situe à la 51e position. Tout à fait. Vous voyez donc que ce n'est pas tant la position qui importe, mais ce qui me semble évident, ce qui me semble intéressant, c'est le mécanisme de participation. Être toujours présent de la manière la plus permanente, ça fait de sorte que aujourd'hui, vous voyez notre syncrétisme culturel, c'est-à-dire le biculturalisme linguistique, aujourd'hui est assuré. Les Camerounais commencent à comprendre que c'est une véritable richesse, parce que nous sommes à la fois dans le Commonwealth, parce que nous sommes et nous dans la francophonie. Coûte que coûte, le gouvernement du Cameroun veut récupérer ces citoyens qui se sont enfuis du côté du Nigeria à cause de l'escalade des violences qu'on a connues en zone anglophone et qui ne se sont pas complètement dissipés dans cette partie du pays. Le BIR, le 3e de Bamenda, est déployé dans le village d'Akwaya, c'est la frontière Cameroun-Nigeria à partir du sud-ouest Cameroun, pour tenter de rassurer les populations qui se sont jetées en route, les enfants, les bagages en main, les parents, fuyant justement à cause d'un communiqué, mal interprété, un communiqué du préfet de cette localité. Reportage avec le concours de notre correspondant Annie Collins. Suite au récent communiqué controversé du préfet de la Maniou, ayant accéléré la fuite des populations de certains villages de l'arrondissement d'Akwaya pour se réfugier au Nigeria voisin, le gouvernement camerounais, à travers ses forces de défense et de sécurité, est actuellement engagé dans une opération de charme pour faire revenir ses citoyens. Dès l'arrivée des troupes pour sécuriser cet arrondissement il y a 2 semaines, la nouvelle a sémé la controverse dans les esprits des villageois qui pensaient être pris en otage. Placé sous le commandement du 3e BIR de Bamenda, et après sensibilisation et envoi de messages à travers cette colline où se trouvent les déplacés, l'opération commence à porter des fruits. Elles ont eu peur, c'est normal, de voir autant de troupes aussi bien équipées dans une localité aussi éloignée. Mais depuis notre arrivée il y a 15 jours, nous avons commencé par une sensibilisation pour faire venir ces populations de là où elles sont allées se réfugier au Nigeria. Nous sommes au courant de leurs souffrances et Dieu merci, beaucoup sont en train de revenir, comme vous pouvez le constater, à travers cette première cérémonie qui est pour nous un test d'évaluation de notre action. À cause de la peur, c'est à pas de tortue que les villageois se sont rendus à cette cérémonie de remise des dons parce qu'il serait le lieu propice de rassemblement pour une arrestation collective. Après quelques versets de la Bible et 1 minute de silence en mémoire des morts, les élèves et populations ont reçu des matériels didactiques et denrées alimentaires en guise de la bonne foi de cette présence des forces de défense à Akwaya. Je vais dire que nous voulons que le Cameroun continue de rester un pays de paix. Et que ce rêve du sécessionnisme ne soit pas quelque chose qu'on va envoyer les enfants devant pour aller sacrifier leur vie et qui ne va jamais s'aboutir. Arrondissement très enclavé, Akwaya regorge d'énormes sources agricoles et naturelles. Mais faute de route, le lien à Mamfé, son chef-lieu de département, tout est vendu au Nigeria voisin.
Dans le communiqué du préfet de ce département, il disait que toutes les populations du village d'Akwaya et des 16 villages environnants seront désormais considérées comme des terroristes ou servant de base arrière aux terroristes, ce qui a dû contraindre ces populations à fuir vers le Nigeria. Le HCR parle de 7204 réfugiés qui ont besoin de quotidienneté pour leur séjour en terre nigériane. Dans un contexte comme celui-ci, Dr Luzon Isomba, la communication en temps de crise s'impose et la formation des administrateurs se pose avec acuité en ce qui concerne justement cet état de choses. Il faut certainement une communication sélective, et moi je dois vous avouer que l'acte qui a été pris par le préfet me paraît extrêmement grave dans un contexte de crise. Je pense que l'autorité administrative doit prendre du recul avant de se prononcer. Je dois vous avouer que nul n'était l'intervention rapide du gouverneur Bernard Okalabila de Bouya. Je pense pour ma part que cette situation se serait davantage enlisée. On a comme impression que il y a des personnalités qui n'ont pas envie que la paix revienne au Cameroun, surtout dans cette zone dite anglophone, parce que... C'est peut-être juste mal pris. Oui, écoutez, vraiment, c'est une autorité administrative de haut rang, de haut vol. C'est quand même inimaginable que dans un contexte où il faille rassurer les populations, c'est plutôt un communiqué qui vient créer toute une panique générale, toute une psychose, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et je le dis, et je pèse mes mots, que si le gouverneur Bernard Okalabila n'avait pas très tôt réagi, la pauvre, il a annulé l'arrêté qui avait été pris par son subalterne, c'est-à-dire le préfet de ce département, et il a rassuré rapidement les populations. Si ça n'avait pas été fait, on aurait encore des populations plus nombreuses que cela. Vous voyez, le HCR parle de 7204 réfugiés camerounais qui se sont allés, qui ont tout fait. Et il y en a qui sont en attente d'identification. Voilà, ils sont tellement nombreux. Moi, je pense pour ma part que les autorités administratives doivent accompagner le président de la République avec une collaboration sincère. Parce que de tels actes frisent, on peut les interpréter autrement, c'est-à-dire que dont la manifestation consiste forcément à créer, à faire réaliser la situation qui déjà n'est pas réalisante en elle-même. Ça fait du bien quand même de voir ce corps d'élite, le BIR, qui est réputé pour sa prédation. On a vu le BIR plutôt très humain, très serein, en train d'offrir des denrées alimentaires, du matériel didactique au Cameroun. C'est un côté qu'on ne connaissait pas du BIR. Vous savez, la formation de ce corps qu'on peut considérer spécial dans le sens de la sécurité, on a toujours cru que c'est une formation d'action répressive. Mais nous commençons à comprendre que cette formation est davantage musclée dans la mesure où on enseigne aussi à ceux qui assurent la sécurité un côté humain, j'allais dire un côté humaniste. Et vous avez vu que à partir de là, les gars du BI se sont même confondus avec la population, ils se sont mis à danser. Mais c'est ces images que nous voulons voir. Parce que, écoutez, lorsqu'il y a une manifestation, on le dit toujours, ce n'est pas bon toujours de mettre en avant la violence et selon d'utiliser des techniques simples, la courtoisie, le respect d'autrui, le respect de l'agilité humaine. Voilà autant de choses qui peuvent permettre que dans ces imbroglios de crise là, on essaie de voir comment les uns et les autres se départissent pour amener la paix. Et parlant justement du BIR, c'est une flore qu'on le fait à dessein. Eh bien, notre correspondant Annie Collins dit avoir été bien encadré, ainsi que d'autres collègues des autres médias. Il faut dire que pour se rendre à Akwaya, Annie Collins a dû partir du Nigeria, du nord-ouest, traverser du côté du Nigeria pour se rendre à Akwaya. Vous comprenez les conditions de voyage. Ils sont partis en moto, ils se sont embourbés et finalement on a eu ce reportage et nous disons bravo à Annie Collins et bravo au BIR qui a permis à tous les reporters, à tous les journalistes de faire cette traversée et d'avoir ces images. Nous parlons de Noël à présent. Combien ça coûte la préparation de la fête de Noël?
Eh bien, en ce qui concerne également la consommation des whisky, on est conscient que dès ce soir, à partir de 17h30 jusqu'à mardi matin, le 26, on rencontrera des Camerounais dans des gargotes en train de boire également du whisky. Et parmi les whiskies, il y en a qui sont interdits par la loi camerounaise. Reportage, nous allons suivre deux reportages, celui de Catherine Moukouri et de Jean-Christian Akam. Arrêtez de commercialiser et de consommer les whisky conditionnés en sachets et en bouteilles plastiques. Le message est distillé dans les marchés de la cité économique depuis ce matin par la Fondation camerounaise des consommateurs. Depuis septembre 2016, le whisky en sachet est interdit par un arrêté conjoint de 3 ministres. Ministre de la Santé, ministre du Commerce et ministre de l'Industrie. Le whisky en sachet ne respecte pas les normes selon la norme. Depuis plus d'un an, ce whisky est illégal. Et le code pénal sévit le consommateur et le revendeur de cette boisson illégale. Alors à tous les Camerounais, à la jeunesse, oui, pour la santé, évitons de consommer le whisky en sachet. L'arrêté qui date du 12 septembre et qui fonde cette interdiction suscite de nombreuses interrogations auprès du public. Ça tue. Si on pouvait faire en sorte que on arrête les usines de fabrication, c'est ce que je voulais dire. Pourquoi est-ce que depuis on vendait ce whisky? Pourquoi est-ce que maintenant là on est en train de refuser qu'on ne boit plus cela? Les producteurs locaux avaient 24 mois pour se conformer à cette réglementation et pour épuiser leur stock. Ils sont désormais hors délai depuis le 12 septembre dernier et la boisson bon marché, essentiellement faite de méthanol, continue d'agrémenter funérailles, mariages et cérémonies populaires un peu partout au Cameroun. Alors que les carillons de Noël commencent à retentir, dans les poches des parents, ça sonne creux. Oui, car fête de fin d'année rime avec beaucoup de dépenses. Pour la décoration et l'embellissement de la maison, les cadeaux des enfants, les tenues de célébration, les grands repas de réveillon. C'est une tradition familiale pour Juliette et Marie. Noël rassemble tous les enfants de la famille dans une seule maison. Cette année encore, c'est Juliette qui reçoit, dans une situation économique délicate que même sa sœur venue du village constate. Je suis arrivée ici cette année pour passer les fêtes avec ma sœur comme on fait de coutume. Parce qu'on fait la ronde, parfois elle vient chez moi, moi je suis au village. Vous voyez même les pistaches que je suis en train de casser. C'est les petits pistaches que j'ai ramenés au village. Mais j'ai trouvé que c'est tellement fort ici chez elles. Mes petites soeurs vont aussi arriver avec leurs enfants. Vous voyez actuellement, on n'a même pas une 50 000 qui peut supporter toutes ces charges, elle et moi. L'an passé, pour ces fêtes, Juliette avait un budget de 200 000 francs CFA. Difficile à avoir pour cette fois. L'année dernière, à ce moment-ci, j'avais déjà même 200 000 pour recevoir ma famille. Et voilà ma soeur qui est venue avec les enfants. Je n'ai même pas encore 10 000. Donc, et j'avais déjà habillé ma maison. Mais voici, je ne sais même pas comment je peux faire pour les recevoir. Chez Damekwa, le budget est revu à la hausse en raison de la cherté des denrées alimentaires. Mon budget de l'année passée, c'était à 100 000 francs pour la fête. Et on a bien fêté. Mais cette année-ci, 100 000 francs ne peut rien me donner. Déjà au marché, le poulet, c'est du venez voir. L'année passée, on pouvait trouver le poulet sur le marché à 2 000 francs. Maintenant, pour avoir un peu un poulet que tu peux dire que ça là, tu peux essayer d'acheter, c'est dans les 3 000 francs. Avec une dizaine d'enfants dont les yeux doivent briller face aux surprises sous le sapin, ça s'annonce rude pour les parents. Réaction, docteur Luzon et Samba, je suis sûr que vous serez également de la fête. Le budget pour Noël, la consommation des whisky, vous en prenez, j'imagine. Oui, mais de manière bien sélectionnée, vous voyez, tel qu'on venait de le voir, hein, de la manière la plus claire, on se rend compte qu'il y a des whisky qui ont fait l'objet d'une interdiction, mais qui continuent de circuler. Et vous savez, cela est une question essentielle, surtout une question de santé publique. Et en tant que tel, les autorités en charge justement de ce secteur devraient pouvoir mettre des mesures fortes pour éviter
que cette consommation ne soit davantage plus prégnante que ça. Parce que la santé des populations, on a envie de demander, il y a les interdictions, après l'interdiction, what next, comme disent les anglophones, la suite c'est quoi? Oui, c'est donc ça, c'est-à-dire qu'on interdit de manière formelle, mais on ne suit pas de manière pratique, et ça fait de sorte que, vous voyez aujourd'hui, beaucoup qui consomment ces whisky-là, qui sont d'ailleurs frélatés, ont des problèmes de cirrhose de foie, ainsi de suite. Donc, moi je pense pour ma part que l'élaboration des actes formels ne suffisent pas. Il faudrait qu'on les accompagne sur le terrain de la pratique. Cette semaine était également consacrée aux remises des bulletins. C'est la fin du premier trimestre. Nos reporters ont parcouru les établissements scolaires. On a relevé des particularités à certains endroits en remettant le bulletin. On a d'abord commencé la journée par des cours. C'est le cas du lycée bilingue Bongo Petit Paris dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Il était 7h30 ce vendredi 22 décembre 2017. Les salles de classe du lycée bilingue de Bobongo Petit Paris sont toutes pleines. Le brouhaha habituel qui caractérise les départs en congé est inexistant ce matin. À l'intérieur des différentes salles de classe, les élèves sont plutôt concentrés sur leurs copies. Les cartables, à même le sol, révèlent à souhait que c'est plutôt un jour d'examen. Au lycée bilingue de Bobongo, on compose la 3e séquence, un moyen pour le proviseur de maintenir les élèves concentrés sur leurs études, même lorsqu'ils attendent les bulletins. Dans les différentes salles multimédia, on compose en informatique. Les élèves ont la possibilité de montrer ainsi leur capacité à manipuler l'outil informatique. C'est une véritable innovation dans un établissement où les actions se multiplient pour moderniser le cadre des enseignements. Voilà l'examen de bulletin du premier trimestre que je vais remettre à mes enfants. La qualité sur tous les plans. En début d'après-midi, les salles de classe se vident. C'est le grand rassemblement autour du proviseur. Papa Noël de circonstance, Didier Wafo, récompense alors les 50 premiers élèves du lycée. Ils reçoivent des primes d'encouragement au travail. C'était également une occasion pour le proviseur de dire toute sa reconnaissance. Je voudrais vraiment exprimer à tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de ce trimestre. Je voudrais dire que je suis très content d'eux. Je voudrais aussi remercier bien sûr le ministre qui m'a fait confiance parce que... C'était donc un jour de départ en congé, mais une journée spéciale dans cet établissement. À l'international, nous nous intéressons à l'élection qu'on vient de vivre à la tête du parti mythique, l'ANC. Cyril Ramaphosa doit désormais restaurer l'image et la stabilité de ce parti. Reportage Junior Hossan. C'est une joie qui gronde dans le camp du vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa à l'annonce des résultats de l'élection lundi dernier d'un président à la tête de l'ANC. Élection très chaotique. Faisons de lui le nouveau président du Congrès national africain en remplacement de l'actuel chef d'État sud-africain Jacob Zuma. Cyril Ramaphosa remporte ces élections avec 2440 voix face à son adversaire très redouté, Nkosazana Dlamini Zuma, qui totalise 2261 voix. Il devra réconcilier les deux camps d'un parti très affaibli par un taux de chômage record à 27,7%. Laver le visage d'un parti politique déjà très entaché par les multiples accusations de corruption qui visent Jacob Zuma. Il devra ainsi conduire l'ANC aux élections générales et tenter de reconquérir les deux villes symboliques que sont Johannesburg et Pretoria, et peut-être il deviendra le futur président de l'Afrique du Sud en 2019. Docteur Luzon Essomba, avez-vous été surpris par l'élection de Cyril Ramaphosa à la tête de l'ANC? Oui, pas une surprise en tant que telle. Connaissant l'homme, vous savez,
Cyril Ramaphosa, déjà sur le feu, le président Nelson Mandela était déjà indiqué comme le successeur. C'est vrai qu'à un moment donné, Thabo Mbeki est un peu tombé comme une mouche tomberait dans un verre de bière. C'est un monsieur qui a un parcours historique et même emblématique au sein de ce parti qui est un parcours impressionnant. Raison pour laquelle il a réussi à faire phagocyter autour de lui un certain nombre d'adhésions. D'où aujourd'hui sa victoire face à une dame dont on connaît, une dame de fer, qui est l'épouse du président sortant. L'ex-président de l'Union africaine. L'ex-président de l'Union africaine. Elle a occupé beaucoup de postes de responsabilité. Mais je pense que là, le Cyril Ramaphosa fait l'unanimité autour de lui tout simplement parce qu'il a réussi à capter autour de lui le monde des affaires, parce que vous savez que après avoir perdu face à Thabo Mbeki, parce qu'il n'avait pas perdu en fait, il a eu un retrait où il s'est donné à ses affaires personnelles, et là il a fait un combat politique très impressionnant, et on l'a vu, c'est-à-dire que c'était très sérieux, on venait de voir les images, c'est-à-dire qu'il bat sa concurrente à quelques éléments près. On comprend donc que les élections partielles ou au sein du parti ont connu une émulation certaine, et je pense que ce n'est pas une surprise. Aujourd'hui, avec les différentes factions, les dissensions qu'on observe au sein du parti et la multiplication d'autres partis de l'opposition, pensez-vous que l'ANC, naturellement, pourrait passer en 2019, parce que c'est l'année de l'élection présidentielle dans ce pays? Je dois pouvoir vous indiquer qu'une élection a trois fonctions. La première fonction est celle de la pacification des rapports humains, premier point. Deuxième point, on pourrait évoquer la fonction de désignation des dirigeants. Et la troisième fonction, qui est la dernière, c'est la fonction de sanction de ces dirigeants en poste. Et on se rend donc bien compte qu'aujourd'hui, la double faction qui entoure ou bien qui structure l'ANC aujourd'hui peut être, peut être envisagée sous une autre forme en termes de retour à la paix, en termes de garantie, si justement Cyril Ramaphosa essaye autant que faire se peut de privilégier le dialogue, de ramener les uns et les autres et à leur faire comprendre qu'un parti politique, c'est un parti des hommes solidaires, c'est un parti des hommes engagés pour une cause, et une cause comme celle-là, parce que après cela, il y aura les élections générales en 2019, il fera front avec d'autres partis pour justement la course au palais. Donc moi je pense pour ma part que les deux factions peuvent s'entendre parce que l'unanimité est justement serrée autour de Cyril Ramaphosa. Ok. Jacob Zuma, qui a été à plusieurs reprises pris dans les taux de la corruption, va-t-il conserver son prestige et son pouvoir au sein de l'ANC? Je ne pense pas, puisque vous voyez, il venait de perdre déjà à partir de l'élection de Cyril Ramaphosa. Il a perdu, et je crois que si il n'avait pas traîné un certain nombre de frasques, on sait que le pouvoir d'achat des Sud-Africains depuis 2014 avait chuté. Ils ont d'ailleurs perdu leur première place de puissance économique en Afrique. Il y a eu des actes de corruption. Et lui-même, parfois, il est étiqueté pour sa dynamique libidinale. Donc, vous comprenez que ça a été des facteurs qui ont joué contre lui et qui ont même, au sens de la continuité du système et du pouvoir, qui ont également joué même sur son ex-épouse. Donc, vous comprenez que... Elle aurait eu le péché de porter encore ce nom. Voilà, certainement, parce qu'on se rend évidemment compte qu'on a une très belle phrase. Généralement, on dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Non, tout à côté d'un grand homme se retrouve une grande femme, et cette grande femme aujourd'hui n'a pas pu peut-être passer aux partielles, aux élections partielles qui se sont déroulées il y a quelques jours, tout simplement parce que on a l'impression que ce serait la continuité du système Zuma. Elle a traîné peut-être l'ombre de son mari. Là-dessus, nous allons mettre un terme à la première partie de cette émission. Nous disons merci au docteur Luzon Nsomba qui a une fois de plus accepté, commenté, analysé l'actualité de la semaine. Merci docteur. C'est moi qui vous remercie. Le 9 décembre dernier, Laura Tchokote était portée en triomphe comme la Miss Handicapée 2017 au Cameroun. Nous avons le bonheur de la recevoir sur ce plateau. Bonjour la Miss,
Bonjour Laura Tchokote, vous êtes Miss Cameroun en 2017. Effectivement. Alors, il y avait 20 candidates sur le triangle national, 12 en finale ici à Douala. Vous avez été portée en triomphe. Vous avez été surprise par ce plébiscite? Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui aura milité à ce que le jury, enfin c'est à votre avis, hein, le jury puisse porter son choix sur votre personne? Tout allait d'abord des vêtements au départ, parce qu'il fallait d'abord être bien habillé pour ne pas mentir. Ensuite, la beauté morale, parce qu'il fallait faire un speech très soutenu. Il y a eu ça aussi. Et aussi avec l'élection sur le net, donc beaucoup de personnes m'ont réclamé. D'accord. Vous êtes handicapé moteur, vous avez perdu un bras. Dans quelles conditions? Accident de machine. Vous faisiez quoi? Vous travailliez quoi? À l'époque, on avait coupé la lumière. Ma petite soeur a branché la machine, le disjoncteur n'a pas arrêté. Donc moi maintenant, je viens, je mets le bras à l'intérieur. Quand je mets le bras à l'intérieur, la lumière revient. Ça trouve déjà le bras dans le moulin à écraser et puis ça broye. Ça broye votre bras. Et aujourd'hui, vous êtes Miss handicapée. Quelle sera désormais votre mission? C'est une année pleine, j'imagine. Oui. Pour commencer d'abord, je vais d'abord recenser les personnes handicapées sur le triangle national avec bien l'aide des délégations en général. Donc savoir qui fait quoi, à quel niveau, quel diplôme. Donc de telle sorte que si je m'en vais vers les entreprises, s'ils ne nous aident pas financièrement déjà, mais qu'ils puissent donner des postes aux personnes handicapées pour qu'ils puissent s'auto-gérer eux-mêmes. Donc c'est d'abord ça. Ensuite je vais promouvoir l'éducation, parce que sans éducation on ne peut rien faire. Et aussi la paix, surtout la paix, que la paix puisse régner pour qu'on puisse éviter des cas comme moi par exemple. Oui, du côté du nord, du nord à l'extrême nord et aussi du côté du nord-ouest. Donc je compte aussi être un fil conducteur de la paix au Cameroun. D'accord. C'est l'occasion pour nous de revenir sur le speech, le contenu de votre passage lors de cette élection. Qu'avez-vous dit? Quel était l'ancrage même de votre speech? Il faut que je me répète justement. Vous avez insisté sur quoi exactement? J'ai insisté beaucoup plus sur la paix. La paix et sur le fait que les personnes handicapées doivent s'auto-gérer, changer leur mentalité. On ne doit pas passer toujours du temps à leur donner à manger et à boire. Oui, donc je veux qu'ils s'auto-gèrent, c'est ce que j'ai parlé. Qu'ils deviennent autonomes. Autonomes. Parce que quand on parle de l'émergence en 2035, il faudrait déjà que les personnes handicapées mettent la main à la pâte pour que quand on parle du Cameroun émergent en 2035, qu'ils aillent participer au moins. Donc, et pour cela, donc, on ne doit pas mettre d'un côté une autre couche de la société, non. D'accord. Et qu'entendez-vous pratiquement de l'État? Quand je parle de l'État, je fais référence au service social, le ministère en charge des affaires sociales. Ils doivent beaucoup plus travailler avec nous. Parce que nous déjà, on a un membre coupé, peut-être 2 pieds coupés, on réfléchit. Mais il y a encore des cas plus désespérants que nous-mêmes. D'accord. Oui, donc on aimerait qu'ils descendent, qu'avec nous, qu'on puisse créer une base de données pour pouvoir recenser toutes les personnes handicapées. D'accord. Oui, aussi que la première dame, le président de la République, qu'ils nous viennent en aide. Parce que si déjà eux, ils sont avec nous, je pense que tout le monde peut être derrière nous automatiquement. Je vais rappeler la promotrice Bédine Vanessa, c'est la promotrice de Miss handicapée au Cameroun. Elle est d'ailleurs dans ce studio. Elle vous accompagne bel et bien. Et je vais rappeler qu'elle est aussi personne handicapée moteur. C'est un avantage pour vous d'être accompagnée, d'avoir une promotrice qui vit les mêmes situations que vous? Oui, ça me plaît très bien parce qu'elle comprend ce que les autres personnes handicapées vivent. Peut-être si elle était une promotrice avec 2 pieds, 2 mains, elle n'aurait pas compris ce que nous vivons. Donc déjà, je salue beaucoup son courage et cette initiative. D'accord. Je vais rappeler que la personne handicapée n'est pas simplement celle qu'on voit
amputé d'un membre. Non. Est-ce qu'on peut espérer dans les jours à venir, je suis sûr que vous êtes un peu dans le secret des dieux, parce que je vous vois très très proche de la promotrice Bédine Vanessa, est-ce qu'on peut espérer dans les jours à venir une élection Miss personne malvoyante, pourquoi pas au Cameroun? Bon oui, je causais avec Vanessa, moi j'aurais souhaité qu'on mélange tout. Parce que déjà, ça que je lui disais, quand on parle juste de Miss handicapée, c'est un peu bizarre. Il faut qu'on mélange, que même les malvoyantes, qu'elles participent. Parce que nous sommes tous des personnes handicapées. D'accord. Il y a également les garçons. On peut s'attendre au master, voir les hommes aussi. Là, c'est dans les éditions à venir déjà. On porte déjà ce projet. Êtes-vous suffisamment accompagné par les mécènes? Non. La société civile, les entreprises qui ont l'obligation d'assurer la responsabilité sociale? Pas du tout. Personne. Pas du tout. Personne. Alors, qu'est-ce qu'on gagne matériellement à être Miss handicapée? Vous avez eu beaucoup de cadeaux, vous avez eu beaucoup de lots? Pas du tout, vu qu'on ne nous a pas accompagné cette édition. Donc tout ce qu'on a reçu comme prime est sorti de la poche de notre promotrice. Puis malgré qu'il y a des structures qui nous ont accompagnés comme Weber, qui nous a coiffés, chez Léo qui a fait des dons pour nous, et Phil Good qui s'est chargé de nous maquiller. Mais concernant le reste, je pense que ça vient de la promotrice. D'accord. Et j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous portez cette belle couronne. Vous êtes désormais sous le feu des projecteurs, Miss Handicapée 2017. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous l'êtes? Pour le moment, rien. Pour le moment, rien. Rien. Bon, juste porter ce titre de Miss. Et voilà ce qui a changé. Parce que la majorité des gens ne m'appellent plus Laura, mais Miss Laura. Et oui, quand on me pointe du doigt, on va dire voilà la Miss qui passe. Donc au moins c'est ça mon nom et je suis devenue une personnalité. C'est ça, je suis devenue une personnalité. Alors, c'est la fête de Noël et c'est une affaire... on va dire, c'est pas tout le temps qu'on a l'opportunité à nos invités de souhaiter joyeux Noël à toutes les personnes qui leur sont chères. La réalisation le comprendra, à toute la communauté, tous ceux qui vous regardent. Que leur dites-vous? Dites-leur bonne année au joyeux Noël ou leur souhaiter autre chose, pourquoi pas? Bon, je vais souhaiter joyeux Noël d'abord à mes parents du côté de Bafan, et je vais souhaiter surtout joyeux Noël à la première dame Chantal Biya et au président de la République, aux personnes handicapées, à ma première dauphine et à ma première dauphine Edna et Frida, ma deuxième dauphine du côté de Ngaoundéré, sans oublier le proviseur du lycée d'Aquanor, le lycée de Bonamoussa. D'accord. C'est compris. Moi également, je souhaite joyeux Noël à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous regardent au Cameroun, en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis, en Amérique. Tout le monde entier, Canal 2 International est regardé sur tout le globe terrestre. Merci à Emmanuel Chatué qui a permis que cela puisse être possible. Joyeux Noël également à M. Emmanuel Chatué et à son épouse. Joyeux Noël à tous les collègues. Je vous retrouve dimanche prochain, 9 h sur les mêmes antennes et avec le même plaisir. Joyeux Noël.